L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Monsieur le directeur de cabinet du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, en votre qualité et en celle de représentant du préfet du Nord, monsieur le préfet du Pas-de-Calais, monsieur le député, monsieur le général de corps d'armée commandant la région de gendarmerie des Hauts-de-France et la gendarmerie pour la zone de défense de sécurité Nord, monsieur le général de division, gouverneur militaire de Lille et officier général de la zone de défense et de sécurité Nord, madame la conseillère d'État, présidente de la Cour administrative d'appel de Douai, monsieur le maître des requêtes au Conseil d'État, monsieur le président de la Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France, madame la présidente du tribunal administratif d'Amiens, madame la conseillère régionale en votre qualité et en celle de représentante du président de la région des Hauts-de-France, monsieur l'adjoint au maire de Lille en votre qualité et en celle de représentant de madame Aubry, monsieur le membre du Conseil économique et social et environnemental de la région en votre qualité et en celle de représentant de votre président, monsieur le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale, également maire de Mouveau, monsieur le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, monsieur le président du tribunal de commerce, monsieur le directeur départemental adjoint de la sécurité publique, monsieur le représentant du général de corps d'armée, commandant la force terrestre, monsieur le bâtonnier en exercice, monsieur le président du conseil régional de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, monsieur le président du conseil régional de l'ordre des architectes, monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires, monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'Université de Lille, monsieur le doyen de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, madame la professeure, mesdames et messieurs les avocats, monsieur le président honoraire, formateur de plusieurs magistrats et agents de ce greffe, cher Édouard, monsieur le premier vice-président de la Cour administrative d'appel de Douai, mesdames et messieurs les présidentes et présidents de chambre et assesseurs de la Cour administrative d'appel de Douai, magistrates et magistrats et agents de ce tribunal, mesdames et messieurs, la situation sanitaire a conduit le tribunal à ne pas organiser d'audience solennelle en 2021 et 2022. C'est donc avec un plaisir redoublé et même triplé, encore plus grand donc, que nous vous ouvrons nos portes aujourd'hui dans ce beau bâtiment, dont vous savez qu'il a été le siège de l'Institut de chimie de l'Université de Lille, puis de l'Institut régional d'administration, puis le site de la Bourse du Travail, avant de devenir lieu de justice. Nous occupons les lieux depuis 2016, dans une architecture intérieure totalement refondue et améliorée depuis lors, grâce aux efforts conjugués du Conseil d'État, de notre bailleur, la commune de Lille, et de son partenaire, la Caisse des dépôts et consignations. Comme lors des éditions précédentes, cette audience solennelle se déroulera en 3 temps. Je présenterai brièvement le tribunal administratif de Lille et son activité en 2022. Ensuite, Madame Christelle Michel, rapporteure publique à la 6e chambre de cette juridiction, vous présentera une sélection de décisions rendues au cours de l'année 2022 par les magistrats de notre tribunal. Enfin, Monsieur Laurent Demingo, lillois et maître des requêtes au Conseil d'État, rapporteur public notamment à la 10e chambre de la haute juridiction, qui a accepté de nous honorer de sa présence et auquel j'ai donné carte blanche pour le choix de son propos, vous parlera de transparence administrative. Présenter le tribunal administratif de Lille, c'est parler tout d'abord des magistrats et agents qui y travaillent, soit un peu plus d'une centaine de personnes à ce jour. 41 magistrats, 51 cadres assistants du contentieux et agents de greffe titulaires et agents contractuels, 7 assistants de justice, 2 vacataires aide à la décision et des stagiaires, dont certains de longue durée. Ces personnels sont représentés sur cette estrade et devant par le premier vice-président, les 8 présidents de chambre collégiale, le vice-président délégué au référé et le greffier en chef du tribunal. Ces dernières années encore, le tribunal administratif de Lille a vu ses effectifs assez largement renouvelés. 19 des 41 magistrats actuels n'étaient pas ici il y a 3 ans. Les derniers arrivés ont été installés cet automne. Notre tribunal a été, est et restera une première affectation, pas toujours durable, et joue par conséquent un rôle important dans la formation de nombreux nouveaux magistrats administratifs. Le temps manquerait pour vous en faire une présentation individuelle, mais vous serez satisfait de savoir qu'ils et elles viennent de nombreux horizons. Plusieurs vice-présidents sont arrivés en avancement, certains conseillers sont issus des concours externes et internes de recrutement dans le corps, d'autres magistrats sont arrivés par la voie du détachement, venant par exemple du corps des magistrats judiciaires ou de celui des administrateurs, notamment ceux de la ville de Paris. Plusieurs, enfin, ont accédé au corps des magistrats administratifs et des cours administratifs d'appel par la voie du tour extérieur. Tous, par leur savoir et leur parcours, enrichissent notre communauté de travail. Nous avons un peu souffert en fin d'année d'un effectif opérationnel réduit qu'heureusement, notre gestionnaire, le Conseil d'État, nous aide à rééquilibrer.
Le greffe du tribunal a lui aussi été affecté par les mouvements et les durées parfois trop longues qui séparent les départs des arrivées. Fort heureusement, là aussi, notre gestionnaire a conscience de nos difficultés et nous aide en autorisant des recrutements temporaires en tant que de besoin. Ceux d'entre vous qui fréquentent notre juridiction y rencontrent nos greffiers, nos greffières et leurs adjointes et adjoints, ainsi que nos agents d'accueil et de sécurité. Vous n'y croisez par contre pas, car ils sont dans les coulisses d'autres fonctionnaires aussi importants sans lesquels nous ne pourrions pas fonctionner. Le greffier en chef, ici présent, et son adjoint, les assistants du contentieux et de justice, les gestionnaires d'enquête publique et d'expertise, les secrétaires, les spécialistes de la documentation, de l'aide juridictionnelle, des archives, du courrier, des moyens techniques et de la logistique, du transport, de l'informatique, et je risque d'en oublier. Quelques mots sur l'activité du tribunal administratif au cours de l'année 2022. J'aurais presque pu dire des années 2022, car véritablement nous avons vécu 2 périodes. Les 8 premiers mois de l'année, au cours desquels les requêtes enregistrées ont été en baisse de 4% environ par rapport aux années correspondantes de l'année 2021. Et les 4 derniers mois, cette fois en augmentation de 8% par rapport au même mois de l'année 2021, ce en raison pour l'essentiel de la reprise significative du contentieux de l'éloignement. Au total, nous avons enregistré 10 070 requêtes et n'en avons jugé que 9 945, soit un taux de couverture de 98,75%. Une performance qui pourrait sembler en retrait par rapport à celle des années précédentes et à ses objectifs, si je ne vous disais pas que notre effectif opérationnel a été lourdement affecté, notamment par des heureux événements, mais aussi par la circonstance que plusieurs nouveaux magistrats du tribunal ont en réalité été affectés à leur formation initiale en alternance et n'ont donc pas directement été productifs. Si l'on tient compte de ces circonstances, 2022 aura été une année plutôt réussie. Quelles sont les requêtes dont le tribunal est le plus saisi ? À l'évidence, les recours en annulation dirigés contre les refus de titre de séjour ou contre les différentes décisions administratives d'éloignement prises par les préfets à l'encontre des étrangers en situation irrégulière. En hausse de 14% par rapport à 2021, ils ont représenté en 2022 41% des requêtes enregistrées par ce tribunal. Sans être aussi importants numériquement, d'autres contentieux représentent des flux importants d'affaires. Celui des droits sociaux, 11% des entrées, qui regroupe les affaires relatives aux prestations sociales financées par l'État et les départements au titre de l'action sociale ou du logement. Celui de la fonction publique, avec 10% des entrées, dans lequel le tribunal administratif est un peu un conseil des prud'hommes pour les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des hôpitaux publics. Celui de la police administrative, avec plus de 6%, et vous en serez peut-être satisfait, le contentieux de la fiscalité s'est effondré et ne représente plus que 4,5% des requêtes dont ce tribunal est saisi. De nombreux autres contentieux occupent le tribunal, celui de l'urbanisme, de l'environnement et des installations classées, des pensions, des travaux publics, de la responsabilité hospitalière, des permis de conduire à point, de la police administrative, de l'éducation et bien d'autres encore. Le tribunal administratif est aussi celui des élections. Les municipales, mais 2022 a été pour nous une période de trêve. Et nous attendons avec un peu d'appréhension le contentieux de la désignation des grands électeurs par les conseils municipaux. Ces affaires doivent être traitées en 72 heures, week-end compris. Car 2023 sera année de renouvellement des 18 sénateurs de notre ressort, 11 dans le Nord, 7 dans le Pas-de-Calais. On peut observer le tribunal à travers le prisme des matières qu'il traite. On peut aussi regarder la façon dont il les traite. Si l'on accepte les référés, qui représentent environ 10,5% des affaires examinées, les autres décisions sont prises à part presque égale par des formations collégiales, 28,75%, par des juges statuanciels, 27,75%, ou par ordonnance, 33%. Le traitement des litiges par voie contentieuse est un bien ou un mal nécessaire selon le point de vue que l'on adopte. Mais une solution s'ouvre parfois. La juridiction administrative, à l'initiative du Conseil d'État, a en effet pris le parti de développer la médiation. Au-delà même de la médiation préalable obligatoire, qui s'est développée en 2022 dans quelques matières, le recours à la médiation peut désormais être mis en œuvre dans tout type de litige, à l'initiative des parties ou à celle du juge. Le tribunal, qui s'était déjà engagé activement dans son domaine,
a poursuivi ses efforts en proposant au cours de l'année 2022 près de 240 dans de nombreux domaines. À 84 reprises, les parties ont accepté de rentrer en médiation. L'avenir nous dira avec quel succès, mais l'expérience nous a appris à conserver en la matière une certaine dose d'optimisme. Un optimisme accru par les bonnes relations que nous entretenons avec les centres de gestion de la fonction publique territoriale, acteurs de la médiation dans cette fonction publique, avec les caisses d'allocation familiale, les médiateurs des entreprises et de Pôle emploi notamment. Nous allons évidemment poursuivre nos efforts en 2023 et là encore tenter de mettre au moins 80 fois les parties à l'instance autour d'un médiateur. Il est des domaines dans lesquels le tribunal administratif de Lille est saisi de beaucoup moins de requêtes que d'autres tribunaux de taille comparable. C'est pour nous une satisfaction, car nous sommes préservés du traitement d'affaires évitables. Et nous ne voyons pour explication qu'une meilleure prise en charge par les services publics, État, départements et gestionnaires de logements sociaux qui en ont la charge. Je parle ici d'abord du contentieux du droit au logement, dit DALO. Quelques dizaines d'affaires seulement ont été enregistrées en 2022, alors que la plupart des autres grands tribunaux administratifs en ont enregistré, selon les cas, entre 800 et 3500 chacun durant la même période. Deuxièmement, le contentieux des rendez-vous en préfecture, une vingtaine d'affaires tout au plus en 2022, alors que d'autres tribunaux en ont enregistré chacun des centaines. Enfin, le contentieux de la prise en charge des mineurs isolés, qui a presque disparu dans le Nord et le Pas-de-Calais. J'achèverai mon propos en vous parlant de deux réussites majeures de la juridiction administrative. D'abord, Télérecours, notre application informatique qui permet de gérer la communication dématérialisée des requêtes, des mémoires et des actes de procédure entre les juridictions administratives et les parties. Les avocats le connaissent si bien que le Conseil d'État les associe à un club d'utilisateurs et y contribue ainsi à son amélioration. Télérecours est un outil obligatoire à quelques exceptions près pour les avocats et les institutionnels, mais la justice administrative propose aussi depuis novembre 2018 aux justiciables non visés par l'obligation d'utiliser Télérecours, un service facultatif de téléprocédure appelé donc Télérecours citoyen, qui permet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en toute sécurité et gratuitement, les échanges dématérialisés. Les requêtes ainsi reçues sous forme dématérialisée via ces deux applications ont représenté un peu plus de 80% de l'ensemble des requêtes enregistrées au tribunal administratif de Lille en 2022. Deuxième succès, l'open data. Les décisions rendues par les juridictions administratives sont désormais mises en ligne progressivement et donc accessibles à tous dans le respect des règles de confidentialité et des critères d'interopérabilité propres à l'open data. On parle de format XML, pour permettre la réutilisation et le partage de ces données avec le plus grand nombre. Cet accès s'ajoute au site internet Ariane Web, où chacun peut trouver les décisions de justice présentant un intérêt jurisprudentiel mises en ligne quotidiennement. Ce site dispose de fonctionnalités de consultation perfectionnées et propose de télécharger ces décisions en HTML. Là encore, la justice administrative offre un service de qualité. Lors de la précédente audience solennelle, j'avais formé un vœu qui était celui de la simplification du droit du contentieux des étrangers qui recèle une trop grande complexité et crée des nids à contentieux. Une complexité qui porte sur les types de décisions, trop nombreux, mais aussi les procédures contentieuses, pour certaines difficiles à maîtriser. Un groupe de travail avait été confié à un conseiller d'État, le président Stahl, qui a depuis lors fait des propositions. Le gouvernement a annoncé pour début 2023 un projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration. Il ne m'appartient évidemment pas d'émettre un avis sur les orientations qu'un tel projet doit traduire. En revanche, et je pense que l'ensemble des magistrats du tribunal seront du même avis, je formule le vœu que la loi qui sera adoptée contribue à simplifier le dispositif existant et réduise le nombre des procédures contentieuses afin de faciliter le travail des juges, mais aussi celui des acteurs des procès qui se déroulent au quotidien dans nos salles d'audience. L'activité du tribunal administratif de Lille ne saurait se résumer à quelques chiffres et orientations. Madame Christelle Michel, rapporteure publique de la 6e chambre, va maintenant vous présenter un rapide panorama de décisions de ce tribunal au cours de l'année 2022. Madame la rapporteure publique, vous avez maintenant la parole. Évoquant dans Archives du Nord son grand-père, Michel Charles de Crayoncourt, vice-président du conseil de préfecture, à une époque où le préfet présidait encore le conseil de préfecture, Marguerite Yourcenar écrivait «
que peu ambitieux, il se contentera de remplir assidûment ses fonctions qui consistent à prendre en charge le contentieux du département. Révélatrice de la place modeste alors reconnue à la juridiction administrative à l'échelon local, cette phrase est comme un point de repère. Elle témoigne des transformations qui ont conduit les tribunaux administratifs à s'élever, localement, en véritable prétoire où les réclamations des administrés contre la puissance publique, toujours marquées par un sentiment d'injustice, peuvent, après une cérémonie reconstituant le lien social, trouver une expression globalement apaisée et aboutir à une solution mûrie qui représente toujours une pondération entre l'exercice des libertés publiques et la satisfaction de l'intérêt général. Pour illustrer cette idée, même s'il ne s'agira que d'une image très partielle, nous vous proposons d'évoquer quelques exemples d'affaires que notre juridiction a traitées durant l'année précédente, en montrant que ces litiges reflètent les caractéristiques territoriales et s'inscrivent dans la vie de notre ressort. Le ressort de notre tribunal, qui couvre les départements du Nord et du Pas-de-Calais, se caractérise en premier lieu par sa frontière terrestre avec la Belgique. Aussi, lorsqu'un praticien hospitalier intervient pendant son temps de travail additionnel en Belgique, le juge de la fonction publique rappelle, à l'occasion d'un litige portant sur la rémunération de ces heures additionnelles, qu'il découle de la législation française que l'établissement belge est tenu de rembourser à l'établissement français, auquel demeure rattaché le praticien, la valorisation du temps de travail additionnel réalisé par celui-ci. Les effets de frontière peuvent en outre résulter de l'influence des grandes infrastructures implantées sur notre territoire. Lorsque les communes de Fretin et de Lequin refusent de délivrer des autorisations d'urbanisme à la société Aéroport de Lille, chargée du projet de modernisation et d'extension de l'aéroport Lille-Lequin, le juge de l'urbanisme, intervenant dans une procédure d'urgence, enjoint, après avoir constaté qu'il n'existait aucun doute sérieux sur la légalité de l'autorisation environnementale délivrée sur ce projet, aux mairies concernées d'instruire les demandes de permis de construire indispensables pour l'avancement de ce projet. Outre sa frontière belge, le ressort de notre tribunal est également délimité par une façade maritime. Et cette proximité de la mer signifie des espaces à protéger, bénéficiant d'une protection d'autant plus rigoureuse à mesure que l'on se rapproche du rivage. Les chalets de Blériot-Plage n'échappent pas à cette protection stricte en dépit de leur ancrage ancien sur nos plages. Chalets de pêcheurs, servant pendant la belle époque à la villégiature des familles locales, détruits pendant la Grande Guerre et reconstruits en 1948, ces cabanons folkloriques n'ont pas survécu à la loi sur le littoral. De sorte que lorsque le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal plusieurs occupants irréguliers de ces chalets, le juge de la domanialité publique sanctionne d'une amende les contravenants et leur enjoint de démolir les installations. À cette occasion, ce juge a pu considérer que le démantèlement de ces chalets, qui ne constituent pas des monuments historiques, ne portait pas une atteinte à la survie des espèces animales présentes dans le secteur, à la lutte contre l'érosion dunaire ou encore à l'intégrité du domaine public. La mer, c'est un milieu naturel à protéger, mais qui peut être source de dégâts sur les activités humaines. Lorsqu'un entrepreneur chargé de reconstruire la digue de la commune de Sangatte, détériorée par le passage de la tempête Xavier, endommage des câbles électriques sous-marins appartenant à une société anglaise permettant une connexion électrique entre la ville de Sélinge au Royaume-Uni et les Mandarins en France, le juge des travaux publics condamne solidairement l'entrepreneur, le maître d'œuvre, mais également l'État, en sa qualité de maître d'ouvrage, à verser à la société anglaise une somme de plus de 13,4 millions d'euros afin de réparer les dégâts causés. Après la mer et la frontière, nous mentionnerons la mutation des territoires de notre ressort, dans lequel le bassin minier est devenu un véritable bassin urbain dynamisé. Or, cette dynamisation s'est manifestée par une transformation démographique de notre tissu urbain, et par une volonté de faciliter l'accès à notre ressort. Lorsqu'il est constaté, au cours d'un projet mené par l'OPH Lille Métropole Habitat, consistant à démolir un bâtiment situé à Tourcoing pour libérer des surfaces foncières, que la société chargée de la démolition de ce bâtiment a laissé sur le chantier des anciennes fondations, le juge des marchés publics permet à l'Office d'engager la responsabilité décennale de cette société. Les désordres qui faisaient obstacle à l'édification de nouvelles constructions ont été regardés comme compromettant la solidité de tout nouveau projet, et ce sont près de 258 500 € qui ont dû être versés à l'Office. La volonté de dynamiser nos territoires nécessite également de favoriser l'accès et la circulation dans notre ressort. Aussi, le juge de l'urgence a rejeté la demande présentée par des associations environnementales tendant à suspendre l'autorisation délivrée par le préfet du Nord à la métropole européenne de Lille, afin de démarrer les 3 premières tranches de travaux de la partie sud de la liaison routière intercommunale nord-ouest, qui reliera à l'avenir le site
Eurasanté à l'autoroute A25 à travers les territoires des communes d'Emmerin, de Haut-Bourdin, de Los et de Seguedin. Tout ceci nous amène à évoquer quelques activités économiques du ressort de notre tribunal. Et évoquer l'économie de notre ressort invite à aborder un de ces centres d'activité majeurs, le port de Calais. Dans le cadre du projet d'extension et de développement du port, dit projet Calais-Port 2015, porté par la région des Hauts-de-France, la création d'un nouveau bassin portuaire de 130 hectares gagnés sur la mer a nécessité pour la région de conclure des protocoles transactionnels qui visaient à indemniser la modification du réseau des canalisations maritimes réalisées aux frais de sociétés exploitantes, parmi lesquelles figurait la société Venator. Constatant que cette société était dans l'impossibilité, en raison d'une cessation partielle d'activité, de procéder aux modifications convenues avant la conclusion du protocole, le juge des contrats a prononcé l'illicéité de ce protocole et a annulé le titre exécutoire émis sur ce fondement à l'encontre de la société Venator. Le juge de l'urgence a en revanche rejeté la demande portée par les syndicats de la raffinerie des Flandres, tendant à suspendre les arrêtés préfectoraux réquisitionnant des salariés grévistes chargés de l'expédition de carburant du site Total de Dunkerque-Mardic. À cette occasion, le juge a estimé que la pénurie était telle qu'elle menaçait le ravitaillement des véhicules de service public et de services de première nécessité et créait ainsi un risque sur la sécurité routière et sur l'ordre public. Et parce que le souvenir de la société Métal Europe n'est jamais loin, notre juridiction persiste à tirer les conséquences de la pollution des sites de cette usine sur les territoires de Noyelles-Godault et de Courcelles-lès-Lens. Aussi, si le juge de la responsabilité de l'État a récemment rejeté la demande d'indemnisation présentée par ces communes, tenues d'instituer pour les immeubles avoisinants un abattement partiel des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le tribunal a également été sollicité en raison du nombre alarmant de cas de saturisme dépistés lors d'une campagne publique chez les enfants fréquentant les écoles implantées aux alentours de ce site industriel. Notre juridiction a été saisie d'un référé liberté qui visait à étendre le périmètre de la campagne de dépistage, à lancer une campagne d'information et de sensibilisation au risque de saturisme et à entreprendre des investigations sur les sols au-delà de la zone de protection. À cette occasion, le juge de l'urgence a estimé que l'ensemble des actions actuellement mises en œuvre par les services de l'État et les mairies étaient globalement suffisantes à assurer un suivi sanitaire et environnemental adapté au risque d'intoxication au plomb et à protéger la population, en particulier les enfants, contre ce risque. Enfin, nous pouvons brièvement évoquer l'exemple de la Chambre du commerce et de l'industrie des Hauts-de-France, acteur régional, mais également contribuable, pour lequel le juge de l'impôt confirme la réintégration dans les résultats imposables des subventions d'équipements immobiliers perçues et qu'elle a amorties. Et si notre tribunal est le juge de la légalité des décisions administratives et détermine les droits et obligations des administrés et de l'administration, il ne peut ignorer les situations humaines qui lui sont soumises. Certaines sont éprouvantes, comme lorsque le juge est saisi par l'épouse et la sœur d'un patient dans un état végétatif de la décision de l'équipe médicale d'arrêter les soins prodigués à ce dernier. Affaire éprouvante mais également complexe, qui a nécessité d'opérer un fin recalibrage de l'équilibre existant entre l'obstination thérapeutique déraisonnable et les directives anticipées d'un patient. Le tribunal a alors estimé, au regard des données médicales apportées, que les praticiens pouvaient suspendre les soins prodigués aux patients en dépit de ces souhaits exprimés de manière anticipée qui ont été considérés comme non conformes à sa situation médicale. En appel, cette affaire a conduit le Conseil d'État à transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour juger de la conformité des articles du Code de la santé publique permettant au corps médical d'écarter des directives anticipées d'un patient dans les cas où elles sont finalement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Le Conseil constitutionnel n'ayant retenu aucune atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ainsi qu'à la liberté de conscience et à la liberté personnelle, le Conseil d'État a finalement confirmé la décision du tribunal. D'autres affaires, moins dramatiques, demeurent délicates, comme lorsque le juge de la police administrative annule en octobre dernier les arrêtés préfectoraux interdisant la distribution gratuite de boissons et de denrées alimentaires en certains lieux du centre-ville de Calais, arrêtés pris pour faire face aux abandons massifs de déchets consécutifs à ces distributions. Dans cette affaire, ces mesures ont alors été jugées disproportionnées à l'atteinte à la salubrité publique, seule atteinte établie. Dans tous les cas d'appréciation délicate, la garantie des droits est le socle de la décision rendue, comme lorsque le juge de la fonction publique annule la décision du directeur d'un établissement public de soins, suspendant un soignant non vacciné contre la Covid-19, dès lors que cette mesure est intervenue pendant son congé maladie. Nous mentionnerons également l'intervention du juge des salariés protégés,
qui tire encore les conséquences du confinement annoncé en mai 2020, en validant, sous condition, la légalité des procédures dématérialisées mises en place par l'inspection du travail, et notamment les entretiens téléphoniques réalisés préalablement à la délivrance d'autorisation de licenciement. Nous achèverons ce tableau contentieux du tribunal en signalant que ces jugements sont désormais accessibles sur le site internet opendata.justice-administrative.fr où ils figurent sous forme anonymisée. Cette anonymisation, qui protège la vie privée et la sécurité des personnes physiques, ne s'étend pas, sauf motif particulier, au nom des avocats, magistrats, greffiers, mais également aux personnes morales intervenant ou parties au litige. Nous souhaitons enfin retenir votre attention sur la médiation, qui a eu cette année encore une place importante dans le travail du tribunal, qui a multiplié les rencontres avec les différents acteurs locaux pour assurer l'efficacité croissante de ce mode alternatif de règlement des litiges. Il est temps de conclure cette intervention qui tendait à illustrer la place de notre tribunal dans la vie de son ressort. La place, mais également l'utilité, qui n'est pas acquise par elle-même, car tout juge administratif garde à l'esprit la critique de Prosper Duverger de Oran, qui voyait en la juridiction administrative la réunion de tous les pouvoirs dans les mains de ministères et de l'organisation légale. Nous espérons avoir montré que si le tribunal ne valide pas toujours l'autorité administrative et s'il n'est pas toujours confirmé par ses juges d'appel, bien que ces décisions présentent un taux de confirmation de 98%, ces jugements sont du moins chaque fois inspirés par la volonté de protéger l'état de droit et d'être le plus intelligible possible. Car comme le notait Gaston Privat, le plus grand bienfait de la justice, c'est d'être simple et à la portée de tous. C'est de se présenter sur la forme la plus intelligible et la plus répandue. C'est d'éviter aux justiciables les formalités compliquées en les laissant aux juges qu'il connaît et dans lesquels il a confiance. Je vous remercie. Madame la rapporteure publique, nous vous remercions. Je pense que tout le monde a compris que parmi nos sujets de satisfaction figurent la médiation et l'open data. Comme promis, nous allons pouvoir profiter maintenant des réflexions de M. Laurent Domingo, maître des requêtes au Conseil d'État, rapporteur public à la section du contentieux, réflexion consacrée à la transparence administrative. Monsieur le rapporteur public, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, il fut un temps où les séances du Conseil municipal n'étaient pas publiques. Elles ne le deviendront qu'avec la loi du 5 avril 1884. Auparavant, le secret était la règle. Le secret était considéré comme une garantie de sérénité et de sérieux. Et c'est pourquoi le Parlement, en 1831 et en 1855, n'avait pas prévu la publicité des débats du Conseil municipal. Cette publicité, expliquait un député en 1855, entraînerait en effet des inconvénients graves et nombreux. On parlerait pour le public au lieu de s'occuper des intérêts de la commune, et des débats pacifiques, comme doivent être ceux du conseil municipal, tourneraient bientôt en lutte passionnée. Le législateur avait toutefois déjà conscience qu'il ne pouvait laisser la population dans l'ignorance. Et c'est ainsi que les lois sur l'organisation municipale du 21 mars 1831, puis du 5 avril 1855, avait prévu que tout habitant ou contribuable de la commune avait le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie des délibérations du conseil municipal de sa commune. Premier exemple d'un droit d'accès à des actes administratifs qui ne faisaient pas encore l'objet d'un régime particulier de publication. Ce lointain témoignage de ce qu'on n'appelait pas encore la transparence administrative faisait cependant figure d'exception isolée, alors que le secret de l'administration était le principe. Près de 200 ans de lois, règlements, ont progressivement marqué un renversement complet de ce paradigme. Publicité, publication, motivation, communication, archivage, enquête publique, participation du public, etc. Autant de dispositifs qui manifestent le primat désormais accordé à la transparence. Et aujourd'hui, les séances des assemblées locales sont par principe publiques, et elles font même dans certaines collectivités l'objet d'une retransmission audiovisuelle en direct. Elles sont même parfois tweetées en live. Tandis que les délibérations, les arrêtés et les autres actes et documents sont largement publiés, notamment en ligne. Aujourd'hui aussi et surtout, c'est la loi du 17 juillet 1978, et maintenant le Code des relations entre le public et l'administration, qui a reconnu un droit général à l'information. Et elle a plus particulièrement consacré la liberté d'accéder aux documents administratifs. On peut ainsi mesurer le chemin parcouru et les progrès accomplis. Nous ne le ferons pas en détail ici. Plus modestement, nous souhaiterions aborder les tendances récentes de la transparence administrative, plus particulièrement sous l'angle de l'accès aux documents de l'administration et aux données publiques,
et évoquer les problématiques nouvelles qui peuvent se présenter et les perspectives à venir, en posant la question de savoir si de nouveaux progrès sont envisageables et lesquels. Notre réponse sera largement affirmative. Oui, c'est certain, la transparence administrative progresse et doit continuer de progresser. Notre réponse sera aussi nuancée, car la transparence de l'administration n'est pas sans limite, ne peut pas être sans limite. La transparence de l'administration progresse d'abord parce qu'elle prend de nouvelles formes. Dans le modèle de 1978, l'administré accède à des documents administratifs, et il peut le faire de deux manières, la consultation sur place ou la délivrance d'une copie. C'est le modèle du papier. À l'ère du numérique, le droit d'accès a évidemment considérablement évolué. Il repose toujours sur la communication, le cas échéant par mail, mais il prend aussi la forme de la publication des informations en ligne. À côté du traditionnel papier, il y a donc maintenant aussi l'accès numérique aux documents administratifs et plus largement aux informations publiques. C'est le modèle de l'open data. C'est un changement tout à fait substantiel de conception qui a été opéré. C'est une autre transparence administrative. Deux nouvelles logiques sont en effet à l'œuvre, qui reconnaissent des droits nouveaux aux administrés et qui créent des obligations nouvelles pour les administrations. D'une part, à la communication sur demande s'est substitué pour de nombreux documents administratifs un principe de diffusion par défaut des données publiques, en particulier les bases de données et les données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Et d'autre part, à côté de cette logique d'offre par les administrations, s'ajoute le droit de demander la publication d'autres informations publiques qui ne sont pas couvertes par un secret protégé. Il s'est ainsi créé une dynamique d'ouverture des données en vue de leur réutilisation, mais cette dynamique s'essouffle, soulignait récemment un rapport parlementaire. Peut-être pour partie par un manque de volonté suffisante, pour partie aussi certainement en raison de difficultés techniques et pratiques, notamment parce qu'il convient, avant de publier, d'occulter les mentions qui ne peuvent être communiquées et, sauf exception, de faire disparaître les données personnelles, ce qui peut donner lieu à un travail souvent fastidieux et parfois délicat. Les juridictions, qu'elles soient administratives ou judiciaires, ne le savent que trop bien. Comme l'administration, elles ont franchi le pas de l'open data de leurs décisions et elles ont été confrontées au défi de l'anonymisation. Et comme il a été dit, depuis l'année dernière, le tribunal administratif de Lille, comme les autres tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel, diffusent toutes ces décisions après les avoir anonymisées. Et les juridictions judiciaires en font progressivement de même selon le calendrier qui est le leur. Mais quelles que soient les causes du ralentissement de l'open data des données publiques, toujours est-il que les contentieux commencent à se former et que le juge administratif a déjà rendu quelques décisions. Je signale plus particulièrement à ce sujet les contentieux Ouvre-Boîte. Ouvre-Boîte est une association dont l'objet statutaire est d'obtenir la publication effective des documents administratifs, des données, des bases des données et des codes sources. Et à cette fin, elle sollicite donc très largement les administrations et les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public. Et le cas échéant, elle engage des contentieux devant le juge administratif. Florilège de quelques contentieux récents où l'association a gagné ou perdu devant le tribunal administratif et qui, pour certains, arrivent en cassation devant le Conseil d'État, qui en a jugé quelques-uns aussi. Nous avons par exemple les documents budgétaires des collectivités locales contenus dans l'application Totem, les fichiers fonciers des personnes morales issus de l'application mise à jour des informations cadastrales, les données de la base nationale des ventes de produits phytosanitaires, l'annuaire national des avocats du Conseil national du barreau et le tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris, le registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires, les budgets de Sciences Po Paris, de la Fondation nationale des sciences politiques et de l'Observatoire français des conjonctures économiques, ou encore le dictionnaire de l'Académie française ou l'annuaire des décorés de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur, etc. Et le contentieux de la diffusion des données publiques n'en est certainement qu'à ses débuts. La transparence de l'administration progresse également parce qu'elle occupe de nouveaux champs. Nous venons de le dire, la transparence administrative porte notamment et largement sur des données, des masses de données. Elle porte également sur la manière dont l'administration traite ces données. Le Code des relations entre le public et l'administration prévoit en effet que les administrations de plus de 50 agents publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leur mission, lorsque ces algorithmes fondent des décisions individuelles. Et il prévoit que toutes les administrations communiquent sur demande aux usagers qui ont fait l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique les informations relatives à l'algorithme utilisé dans une forme intelligible. Il s'agit de faire connaître et d'expliquer le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les paramètres du traitement, les données qu'il a traitées et les opérations qu'il a effectuées.
À l'heure où le recours à l'intelligence artificielle se développe, l'exigence de transparence est ici cruciale, car comme le relève le Conseil d'État dans l'étude qu'il vient de rendre sur l'intelligence artificielle et l'action publique, l'opacité est destructrice. L'administration qui attribue des aides ou qui sélectionne des inscriptions dans des établissements avec des algorithmes doit donc être en capacité d'expliquer comment fonctionne la machine. Ce qui, soit dit en passant, suppose que l'administration, qui souvent se fait livrer des logiciels par des prestataires, soit mise en mesure de comprendre comment a été conçue la machine et surtout en garde la maîtrise, ce qui est un autre sujet d'importance, celui de la souveraineté numérique, de la souveraineté sur le numérique. La transparence sur les algorithmes, tout à fait nécessaire donc, introduit une autre nouveauté par rapport au modèle de 1978. Traditionnellement, l'administré n'a accès qu'à un document achevé, un produit fini, et le cas échéant aux actes et documents préparatoires à ce produit fini. Avec les algorithmes, la transparence porte sur le processus de fabrication du produit, sur la matière utilisée et sur la technique employée. Et c'est bien plus que la motivation en droit et en fait d'une décision. C'est la traduction technologique d'une politique publique, de choix politiques. La transparence administrative, longtemps cantonnée à la décision, est ainsi entrée dans le champ de la conception. La transparence de l'administration progresse aussi parce que le juge administratif veille à en garantir, dans la mesure du possible, l'effectivité. La transparence repose d'abord sur les diligences des administrations elles-mêmes. Elle repose également sur l'action de la commission d'accès aux documents administratifs. Et le juge administratif y participe aussi avec notamment l'idée de faciliter le droit d'accès des administrés. Quelques exemples tirés de la jurisprudence récente. L'administration n'est pas tenue de faire droit à une demande de communication d'un document qui est déjà à la disposition du demandeur, notamment parce que l'administration l'a versé dans l'espace numérique de stockage de l'usager. Toutefois, le juge a réservé le cas où cet usager rencontrerait des difficultés de connexion à son espace personnel qui feraient obstacle à l'accès effectif aux documents demandés. Dans ce cas, l'administration doit les communiquer sur demande. Dans le même ordre d'idée, l'administration n'est pas tenue d'élaborer un document dont elle ne dispose pas pour faire droit à une demande de communication. Cependant, si elle peut constituer ce document par simple extraction de ses bases de données, sans que l'opération ne fasse peser sur elle une charge de travail déraisonnable, alors elle devra faire droit à la demande de communication. Dernier exemple qui méritait d'être jugé, l'administration ne peut en aucun cas procéder à la destruction délibérée des documents dont le refus de communication a été annulé par le juge. Et si elle a procédé à cette destruction, elle doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour reconstituer les documents, sous réserve d'une charge de travail manifestement disproportionnée et sans préjudice de l'engagement de sa responsabilité. La transparence de l'administration n'est cependant pas sans limite, et il appartient aussi au juge administratif d'en rappeler les frontières prévues par la loi. Commençons par un truisme. Il n'y a transparence de l'administration que pour autant qu'il y a administration. C'est évident, mais en pratique, ce n'est pas toujours sans poser des difficultés. Un exemple récent, des habitants d'une petite commune avaient demandé la communication des mails de leur maire envoyés aux autres élus à l'occasion d'un conseil municipal. Un mail peut très bien constituer un document administratif, mais il peut aussi ne rien avoir d'administratif. Et on perçoit tout de suite qu'il n'est pas aisé de fixer la frontière entre ce qui l'est et ce qui ne l'est pas, et donc de fixer la limite de la transparence. Sur ce sujet, le Conseil d'État a jugé que si les correspondances émises ou reçues par le maire ou ses adjoints dans le cadre de leurs fonctions administratives ont le caractère de documents administratifs, ne sont en revanche pas des documents administratifs les correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanantes de la commune dès lors que ces correspondances expriment notamment des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif. Ce qui règle tout à fait raisonnablement, il nous semble, cette question particulière, mais pas toutes les autres questions d'apparence similaire. Que l'on songe par exemple à un échange de messages entre un préfet et un ministre ou un préfet et un sous-préfet. Autre exemple qui interroge également. Un journaliste a demandé la communication des notes de frais d'un maire et des membres de son cabinet. En l'espèce, une maire, celle de la ville de Paris, et son cabinet. Formellement, le document est tout à fait administratif, c'est une pièce comptable. Et s'il y a note de frais, c'est qu'il y a normalement un lien avec les fonctions municipales. Pour autant, il s'agit d'une élue ou d'un directeur de cabinet. Et l'enjeu est, plus que la question du coût de ces frais, de savoir qui déjeune avec qui. Est-on toujours strictement dans le champ de l'administratif? N'est-on pas aussi dans la dimension politique des mandats et des fonctions? Et qu'en est-il de la vie privée des convives? Mais n'est-il cependant pas légitime de pouvoir connaître ce type d'informations? L'affaire est examinée cet après-midi par le Conseil d'État, ce qui constitue un prétexte commode pour ne pas en dire plus à ce stade.
La transparence administrative, c'est donc la transparence de l'administration, et seulement de l'administration, de ses actes, de ses documents, de ses données. Mais ce n'est pas celle des personnes, de leur vie privée, de leur comportement, de l'appréciation de leurs valeurs. Là aussi, il y a pour le juge administratif des frontières à tracer. Tracés qui ne se dessinent pas toujours en ligne droite, mais qui prend parfois des formes plus sinueuses pour concilier au mieux transparence et protection des tiers. La jurisprudence relative aux bulletins de salaire et aux contrats de travail des agents publics est intéressante à cet égard, ce qui ne veut pas dire que tout le monde la trouvera satisfaisante. Les bulletins ou les contrats sont des documents administratifs communicables aux tiers, mais ils ne sont pas publiables. La rémunération fixée par les lois et règlements doit y figurer. Doivent en revanche être occultés les éléments de la rémunération qui révèlent la situation familiale et les horaires de travail, ou encore les primes et indemnités liées à la manière de servir et qui procèdent donc d'une appréciation sur l'agent public. L'exercice d'occultation peut s'avérer complexe. Plus largement, c'est l'exercice de transparence qui, selon les circonstances, peut faire hésiter. Ce qui nous conduit à présenter quelques conclusions et à évoquer de possibles perspectives. Conclusion en forme de constat tout d'abord. La transparence administrative a changé. On l'a dit dans ses modalités, dans ses domaines, mais aussi plus fondamentalement dans sa nature. Dans la loi de 1978, le droit à l'information est reconnu à l'administré. Ce droit est reconnu à toute personne dans le Code des relations entre le public et l'administration. Et récemment, le Conseil constitutionnel a jugé que le droit d'accès aux documents administratifs est garanti par l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Du citoyen, donc. En quelques années, nous sommes passés de l'administré au citoyen. Ce changement, qui participe de l'émergence d'une citoyenneté administrative, n'est pas seulement sémantique. Il révèle une autre dimension de la transparence administrative. La transparence administrative n'est plus seulement une question d'administration, de bonne administration, c'est aussi une question de démocratie. On peut d'ailleurs noter que l'open data des données publiques a été largement développé non pas par une loi relative à l'administration numérique, mais par la loi pour une république numérique. La transparence administrative, ce n'est alors plus seulement l'information, c'est aussi, parce que c'est un principe démocratique essentiel, le contrôle. L'article 15 de la Déclaration de 1789, sur lequel s'est fondé le Conseil constitutionnel, dispose, tout le monde le sait, que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. De son administration, donc. Cependant, quand les demandes portent sur les mails, les bulletins de salaire, les notes de frais, on a le sentiment, et même un peu plus que le sentiment, que le contrôle ne porte pas vraiment sur l'administration, mais plutôt sur les administrateurs. Que la demande ne vise pas le service, mais les personnes. D'autres logiques peuvent alors être à l'œuvre, et des risques peuvent apparaître. La suspicion, la délation, l'accusation. Or, dans une démocratie, s'il doit y avoir des contrôles, il doit aussi y avoir de la confiance, laquelle doit être entretenue par la puissance publique qui doit garantir la pertinence de ces contrôles institutionnels et qui doit montrer sa capacité à se réguler. Alors, quelle perspective pour le juge administratif dans ce contexte ? On peut se demander si cette transformation de la transparence administrative pourrait le conduire à faire évoluer sa jurisprudence sur la finalité des demandes. Aujourd'hui, le droit d'accès aux documents administratifs est considéré comme un droit à caractère objectif. Le juge administratif se préoccupe en effet essentiellement du document. Il se demande s'il est administratif ou pas, s'il est communicable ou pas, s'il est en tout ou partie couvert par un secret prévu par la loi. Mais le juge ne se préoccupe pas ou si peu du demandeur, qui ne représente pour lui que la figure abstraite de l'administré. Et en particulier, le demandeur n'a pas besoin de justifier d'un intérêt particulier pour demander la communication d'un document, ni ne doit justifier du motif pour lequel il en demande la communication. Le droit à l'information est toutefois bel et bien un droit subjectif, invoqué, revendiqué par des citoyens. Il ne serait pas illégitime que le juge administratif s'intéresse un petit peu plus aux demandeurs et qu'il prenne en considération la finalité de sa demande et le but recherché. C'est une logique que l'on observe au niveau européen, avec l'article 10 de la Convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme, relatif à la liberté d'expression. Selon cet article, le droit à la liberté d'expression comprend notamment la liberté de s'informer, ce qui inclut la liberté d'accéder à des informations pour informer les autres. Le même article 10 précise que ces libertés d'information, d'expression, comportent des devoirs et des responsabilités, et que leur exercice peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. La Cour européenne, lorsqu'elle fait application de cet article, accorde une attention particulière aux journalistes, aux organisations non gouvernementales, aux chercheurs universitaires, et même aux médias sociaux et aux blogueurs. Et lorsqu'elle procède à la balance des intérêts en présence, elle se préoccupe du but de la demande d'information.
Et elle juge pour la presse, par exemple, que la garantie de l'article 10 est subordonnée à la condition d'agir de bonne foi sur la base de faits exacts et dignes de crédit et de fournir des informations fiables et précises dans le respect de la déontologie des journalistes. Contentieux européen de la liberté d'expression et contentieux administratif de l'accès aux documents administratifs ne sont pas tout à fait de même nature, mais ils se recoupent pour partie et le premier est tout à fait en mesure d'inspirer plus largement le second. La question de la subjectivisation du contentieux de la transparence administrative est en tout cas susceptible d'être posée. Elle mérite d'être posée car, comme en toute matière, le juge administratif doit régulièrement interroger sa jurisprudence et, en même temps que la transparence administrative évolue, il doit continuer d'accompagner ses progrès avec le souci de ses limites. Je vous remercie de votre écoute. Merci, monsieur le rapporteur public. Avant de lever la séance, je souhaite ajouter 2 mots. D'abord, dire le regret qui est le mien de voir notre greffier en chef, monsieur Éric Dim, nous quitter pour rejoindre le 20 février, le SGAR de la Martinique, où il sera chargé de la direction de la coordination interministérielle. Il aura, en un peu plus de 5 années, contribué à rendre notre greffe plus efficace, tout en étant moins nombreux. Il aura aussi, et surtout, su se faire apprécier de tous pour ses compétences, mais aussi sa disponibilité, son autorité bienveillante et son écoute. Ensuite, saluer mon voisin de droite, Antoine Jarige, notre premier vice-président, qui sera dans quelques jours, le 1er février, président du tribunal administratif de Poitiers. Il ne sera resté qu'un peu moins de 3 ans, mais aura su donner une nouvelle dimension à son poste et m'apporter une aide inespérée. Nous aurons eu durant cette période une collaboration de chaque instant. Il aura su se faire à la fois respecter et apprécier de tous au sein de ce tribunal. Quittant le Nord, il va donc pleurer une 2e fois. Et ce sera le mot de la fin. Il est encore temps de vous souhaiter à tous, en mon nom, en celui des vice-présidents et des magistrats, des magistrates, des fonctionnaires et agents du tribunal, une très belle année 2023. Et donc l'audience est levée et je vous propose de nous rejoindre à l'accueil du tribunal où un cocktail déjeunatoire nous attend. Je vous remercie.